Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister pour la troisième vidéo de la semaine qui sera consacrée à la gamme Légende. Et oui, Légende, l'un des plus vieux jeux de rôle français, le deuxième plus vieux jeu de rôle français puisqu'il est paru en 83, juste après l'ultime épreuve. Ils sont vraiment, on va dire, donné le pion de quelques mois seulement. Donc on peut dire que là, on est dans les antiquités particulièrement profondes de notre passion. Et donc, voilà, Legend a surtout la réputation d'être un vieux jeu extrêmement complexe, imbuvable, impraticable, qui a fait la joie de certains simulationnistes dans les années 80, mais qui aujourd'hui a été complètement oublié justement à cause de sa complexité, alors que pourtant il offre plusieurs cadres de jeu, hein, puisqu'il n'y en a pas qu'un seul pour Legend. En fait, techniquement, il y en a quatre que je vais vous présenter. Et surtout, voilà, on dit que Légende est complexe, mais si vraiment vous avez un souci, il y a eu justement, quelques années plus tard, en 87, une autre gamme, dite Première Légende, qui offrait la possibilité déjà d'avoir d'autres cadres de jeu à disposition, des cadres historiques, puisqu'à chaque fois on est dans des cadres historiques, mais également en matinée de fantastique, hein, et également un système quelque peu simplifié. Donc Légende, au départ, ça se composait en fait d'un cahier que malheureusement je n'ai pas, je n'ai que la réédition en quelque sorte. Ce cahier, en fait, la première édition, était composé, pour ce qui est de la gamme Légende, d'un livre en fait de règles et également donc d'un livre de civilisation qui était consacré au premier cadre qui était proposé, c'est-à-dire le cadre celtique. Donc on vous proposait purement et simplement de jouer des Celtes donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, avant la conquête romaine, et donc dans un contexte évidemment très teinté de mythologie, très teinté on va dire de surnaturel, qu'on pouvait plus ou moins doser en fait en fonction de ses, de ses desiderata, de ses volontés, et puis on va dire du groupe de joueurs. Mais voilà, le parti pris quand même était d'inclure le surnaturel dans le jeu. Et c'est ça qui en faisait à la fois toute la force, parce qu'on avait quand même un contexte de civilisation qui était extrêmement bien fichu, voilà, qui était vraiment très documenté, et voire même, je dirais, c'était presque un petit boulot d'historien. Mais bon, après, on ne pouvait pas évidemment le juger à l'aune d'un grand travail historique, dans la mesure où évidemment on prenait le parti pris que le surnaturel était quelque chose de, on va dire, qui faisait partie du quotidien justement de ces peuples. Ce qui n'empêchait malgré tout que on pouvait voir surtout à travers les scénarios que ce dosage en fait entre tous les aspects culturels donc de la civilisation celtique qui était extrêmement développée, et donc voilà quelque chose sur lequel il fallait réellement jouer en tant que personnage, puisque voilà, on faisait partie d'une tribu, on faisait partie d'un clan, d'une famille, on avait quand même quelque chose d'extrêmement bien défini par la création de personnages. Comme je vous ai dit, la création de personnages était vraiment très détaillée, très longue et lourde, hein, et certains disent, moi j'ai jamais testé, en tout cas avec les règles de légende, qu'il fallait à peu près voilà, 4 heures pour faire un personnage. Avec Première Légende, on divise très largement par deux, on va dire cela, et bon, voilà, ça a été simplifié. Mais en fait, c'est pas que c'est extrêmement complexe, c'est juste qu'il y a pas mal de paramètres et de choix à prendre en compte. Il y a quasiment d'ailleurs pas de hasard, hein, dans la création de personnages, si je ne m'abuse. Et donc, eh ben, on avait quand même affaire à un jeu qui se voulait extrêmement précis et qui se voulait, on va dire, décrire une réalité vraisemblable, même si on avait quand même un mélange de civilisation historique et également de surnaturel. Alors, ce que je vous présente là, excusez-moi, c'est donc le livre de règles qui lui a été réédité pour pouvoir justement servir en fait de livre de référence à part quand est paru le deuxième contexte d'intérêt pour justement comment dire, légende, c'est-à-dire légende des mille et une nuits. Ce qui veut dire que là en plus j'ai voilà ça se présentait donc sous la forme à chaque fois d'un portfolio, hein, pour on va dire la plupart des aspects de la gamme, ou de boîtes, voilà. Mais c'est souvent, on va dire, le format portfolio qui était, on va dire, le plus représenté dans cette gamme. Alors au niveau du système de jeu,
comme je vous ai dit, donc la création de personnages est très détaillée, mais le système de résolution, lui, est pas du tout compliqué, puisque c'est purement et simplement un des 20 sous une caractéristique, avec donc ce qu'ils appellent, je vais vous le montrer de plus près ici, la fameuse charte angoumoise, qui est en fait tirée en fait, d'un jeu historique, hein, qui date je crois que c'est de la Renaissance, en tout cas la période dite d'histoire moderne, où donc quand on faisait des simulations on va dire, de bataille, puisque ça existait déjà à l'époque, hein, c'était le wargame de l'époque pour remettre en question, enfin, pour resimuler, on va dire, certaines batailles. Ils utilisaient donc cette fameuse charte angoumoise pour justement résoudre leurs actions déjà à l'époque. Et donc ce principe a été repris. Donc on a d'un côté, on va dire, la valeur de la compétence qui va de 1 à 20, la difficulté. On peut également déterminer les circonstances dans lesquelles on le fait, et à chaque fois on a dans la colonne numéro 4 ici le malus ou le bonus que ça va nous donner. Et on peut évidemment aussi, avec cette table assez simple, c'est vraiment simple d'emploi, hein, déterminer également quelle est la qualité de réussite de l'action, en fonction évidemment du résultat qu'on a fait, en fonction évidemment de la chance de réussite qui nous était donnée. Donc vous voyez, en plus là, je vous le montre sur l'écran, donc ça c'était l'écran, avec des dessins de Didier Guizerix, qui sont quand même plutôt pas mal, et donc des tableaux. Donc là on était vraiment quand même à l'époque, on va dire, du jeu de rôle, on va dire, pour les wargamers avertis, hein, en termes de système de jeu. Par contre, le contexte, lui, était un contexte extrêmement bien fichu, qui, comme je le disais, avait vraiment tout son intérêt. Alors le livre de règles en lui-même est un livre, pour ce qui est en tout cas de la gamme Légende, alors là, en plus, il y a les tableaux à la fin et je n'ai pas la pagination. C'est terrible à chaque fois. En plus, là, la pagination a changé sur la dernière... les derniers segments, ce qui veut donc dire qu'ils reprennent en fait le décompte des pages. Donc je ne peux pas vous dire exactement combien de pages il compte, il faudrait les compter à la main. C'est un peu pénible, voilà, comme parfois d'avoir des bouquins comme ça. Mais bon, je peux vous dire en tout cas qu'au niveau du livre de règles, au vu de l'épaisseur, ça doit être à peu près un bouquin, je dirais, de 180-200 pages, à vue de nez. Donc dedans, on nous décrit toutes les règles du jeu, donc surtout la fameuse création de personnages. Donc voilà, donc ça c'est la table des matières qui nous indique donc sur déjà la première partie, puisque chaque partie en fait a sa propre numérotation, la création de personnages, l'utilisation des compétences, le combat, qui est quand même voilà, également extrêmement détaillé, avec on va dire, des règles d'initiative, de segments d'action qui sont assez... quand même assez pointu, hein. On est vraiment dans des systèmes de résolution, comme je l'ai dit, assez précis. Le système de santé, la magie, qui est un système avec donc évidemment des sorts qui existent, mais ce sont des sorts flexibles, des sorts dont on peut faire varier les paramètres, et donc justement on a un outil pour faire varier ces paramètres, qui est le fameux disque magique, je vais vous le montrer dans un instant, qui était un accessoire qui était vendu justement pour ça. Donc un chapitre sur les non-humains, un chapitre donc et la manière donc de comment ils sont on va dire traités dans le jeu, les principes de la charte angoumoise et donc le système de résolution, les déplacements, les effets de l'âge, voilà. Et donc la création de personnages, c'est des dés, comment dire, à lancer. Donc on a 4 dés 10 et on répartit dans les 8 dons, puisque c'est des dons, hein. Pour ce qui est de la feuille de perso, que je vous en montre une telle qu'elle existe dans la... voilà, il y en a dans les accessoires. Donc c'est des cahiers, hein, carrément des cahiers de personnages, hein, qui vous étaient donnés dans les accessoires. Donc vous voyez, la feuille était sur 4 pages, voilà, avec un système de localisation évidemment. Donc alors ça avait l'air vraiment très on va dire intimidant, hein, ça je veux bien le croire, hein. Regardez, en plus quand vous avez les tableaux comme ceux-ci qui vous sont présentés, on a vraiment l'impression, c'est vraiment présenté comme un wargame, hein. C'est pour ça que la réputation du jeu s'est faite vraiment là-dessus. Mais pourtant, voilà, on a une description en effet très détaillée. Mais une fois que tous les calculs sont faits, au niveau de la résolution, c'est pas forcément super compliqué pour ce qui est d'utiliser les compétences. Après, je suis d'accord, pour le système de combat, j'ai pas pu le vérifier, mais ça a l'air quand même assez ardu.
Et voilà, c'est quand même, voilà, ça doit être assez, voilà, il faut sûrement prendre l'habitude, c'est comme Rollmaster, quoi. Mais moi, je pense que, voilà, même Rollmaster, il me semble quand même un petit peu plus facile à gérer sur certains aspects. Mais bon, voilà, c'est le problème, c'est la détermination donc de tous les aspects du personnage, et après donc le calcul des compétences, puisqu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc, on définit son personnage, donc avec tout ce qu'il y a, on va dire, dans le système de jeu. On sait comment le gérer, à tous les aspects, donc comme je vous disais, le combat, la magie, etc. La santé. Et ensuite, donc, on a le livret de contexte. Donc là, ici. Donc là, ils étaient vendus à part. Hein. On pouvait donc les acheter à part après, alors qu'au début, donc, comme je vous disais, les deux étaient ensemble en fait. Et on a là un livret de contexte qui fait 120 pages, avec également la feuille de personnage spécifique. Excusez-moi, hein, encore, malheureusement, il y a des périodes où on attrape tout ce qui passe, et là, c'est pas la bonne. Donc celui-ci est de 85, d'ailleurs, c'est la réédition en fait, justement des règles et du système de manière indépendante, quand était paru, comme je vous disais, le contexte des Mille et Une Nuits. Donc là, on va avoir vraiment une description de tout ce qu'est le peuple celte, à travers son histoire, donc une chronologie, une carte avec évidemment les différents peuples. Voilà, il y a vraiment des cartes assez précises. Moi j'ai adoré, hein, bon, en tant qu'évidemment historien de formation, je trouve que les données sur les civilisations dans cette gamme sont vraiment bien fichues. Au niveau voilà, de la religion par exemple, c'est vraiment extrêmement bien fait. Voilà, il y a des représentations des dieux. Alors bon, les illustrations ont l'air un peu passées, un peu vieilles, mais bon, pour l'époque, je trouve que c'était quand même plutôt pas mal. Là, on a vraiment tous les aspects de la vie quotidienne et de la relation, comment dire, justement, à la religion. Voilà. Et après, on a donc le jeu avec les spécificités, on va dire, de la création de personnages pour donc le contexte de celtique, puisque le système de jeu se veut générique, hein, pour ce qui est on va dire, du livre que je vous ai présenté avant. Et donc là, on va appliquer en fait les spécificités du contexte celtique. Après, on a la description de tout le bestiaire. Donc voilà, les différents monstres et animaux qui sont donc décrits avec d'un côté leur représentation, de l'autre côté leurs caractéristiques. Voilà, on en a quand même pas mal de pages, plus donc les créatures surnaturelles. Donc là, voilà, on a quand même des dessins que je trouve, moi, ils ont quand même énormément de charme. Ces vieux dessins noir et blanc, c'est Didier Xerix, hein, qui les a fait pour la plupart, que je revérifie. Mais je sais qu'en tout cas, l'écran, c'était lui. Et donc, je trouve que voilà, il a un sacré coup de crayon pour ce qui est de représenter ce genre de choses. Voilà, hein, vous avez des représentations de monstres sur pas mal de pages. Donc, vous avez un gros bestiaire, quoi, en fait, voilà, qui vous est proposé. Et ensuite, donc, vous avez la magie, donc la description évidemment de la magie druidique, donc avec les sortilèges présentés sous ce format. Mais comme je vous dis, les sortilèges sont flexibles, malléables. On va dire, on peut en changer les paramètres pour diminuer la difficulté ou l'augmenter, hein, selon le principe justement de la charte. Les sorts évidemment aussi pour les bardes, qui eux aussi ont leur propre magie. Voilà, et la feuille de personnage spécifique. Donc ça, c'était pour le livret de civilisation. Donc après, on avait l'accessoire, les accessoires donc du maître du jeu. Donc un portfolio avec l'écran que je vous ai montré déjà, plus donc des fiches de référence, des cahiers donc de personnages. Il y en avait un grand nombre. Moi, j'ai le pack avec tous ceux qui avaient probablement dès le départ, plus des feuilles de monstres également, comme ceci, qui vous étaient présentés. Et donc, voilà, ça c'était l'essentiel en fait du kit d'accessoires, tel qu'il était présenté comme ceci. Donc voilà, il y avait 30 feuilles vierges et 15 feuilles de sortilège. J'ai oublié les feuilles de sortilège.
l'écran donc, voilà, et les fiches de combat. Donc les fiches en question supplémentaires, c'est les feuilles de combat. Il y avait donc un accessoire qui nous était proposé. Celui-là, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Voilà, le fameux disque magique. D'ailleurs, je ne l'ai pas monté parce qu'il était à monter. Voilà, donc j'ai tous les éléments en fait du disque. Mais donc, on avait une table en fait qui permettait justement de gérer tous les paramètres de la comment s'appelle, de la magie, et de faire varier en fait justement en fonction de ce qu'on voulait faire, avec donc des roues, voilà, on pouvait les lire des deux côtés hein, d'ailleurs, c'était fait pour. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une chose que j'ai acheté pour compléter la gamme, que je n'ai pas utilisé. D'ailleurs, il y avait le, le petit pivot en fait, pour pouvoir justement monter la chose, et il y avait encore, voilà, c'était un petit coup comme ça en fait qui permettait de fixer la roue, mais il fallait, comme faut évidemment percer des trous dans la roue. Je ne l'ai pas fait parce que voilà, je l'ai vraiment gardé mint, et je l'ai eu comme ça quoi. Il était pas monté. Voilà, et c'était présenté dans une enveloppe comme ceci. Voilà. Cette fameuse roue qui était assez étrange. Hein, moi, quand j'en avais entendu parler, ça paraissait toujours assez étrange. Alors, au niveau on va dire de la gamme, il y a eu également donc des scénarios. Donc pour Légendes Celtiques, il m'en manque malheureusement un. Donc dans l'ordre de parution, le premier c'est le trèfle noir justement que je n'ai pas. Et donc après il y a eu donc l'œil de Balor, le signe du serpent, et la poursuite de Khon Douan de Khon Rouadan, que j'ai eu d'ailleurs il y a peu de temps, sachant que le signe du serpent c'était vraiment un pack aussi, où donc il y avait également un écran spécifique et on va dire des aides de jeu dans un livret avec voilà. Donc ce sont des scénarios pour lesquels ils ont voulu en tout cas qu'il y ait une certaine logique, puisque le but en fait est que voilà, il y a un contexte de base qui est proposé. Tous les PJ font donc déjà tous ces scénarios font suite au scénario d'introduction qui est proposé dans le pack de base. Alors le scénario, je ne sais plus, là je crois que techniquement dans cette version là des règles, le scénario n'est pas présent. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le scénario n'a pas été reproduit alors qu'il était dans le pack initial qui était sorti en 83. Mais non, là il n'y a que il n'y a que en effet les, les aspects spécifiques en fait de la civilisation qui vous sont présentés, mais il n'y a pas en fait comment ça s'appelle, il n'y a pas le scénario. Alors attendez, j'étais en train d'essayer de retrouver le titre du scénario que j'ai dû noter quelque part. Donc voilà, le pack de base. Voilà le scénario, donc les otages. Où donc les personnages, eux, font partie donc de la tribu des Atrénates. Et donc sont en guerre en fait contre donc une tribu qui est voisine, donc les Ostrites. Et on va dire à peu près tous les scénarios de près ou de loin vont on va dire se décliner autour de cela. Donc c'est vraiment des situations assez concrètes, assez historiques, qu'il y avait on va dire au niveau de la civilisation celtique, et des spécificités évidemment de leurs coutumes, de leurs lois, de leur manière de faire autour justement de cette on va dire de ces relations on va dire entre tribus. Donc le trèfle noir proposait une suite donc au scénario des otages. Voilà, c'est une tribu donc des bords de la Saône. Donc historique, hein, évidemment, ils n'ont pas inventé une tribu pour l'occasion. Et donc le trèfle noir propose en fait un périple hivernal pour retrouver en fait un trèfle noir qui serait mythiquement en fait la source de pouvoir justement de leur tribu ennemie, et essayer évidemment de découvrir pourquoi ils ont un avantage sur eux grâce à ce fameux trèfle noir. Ensuite, donc le scénar suivant, je crois, donc c'est à la poursuite de Khon Rouadan. Celui-ci, je l'ai lu en détail parce que j'avais commencé à essayer de voir si je pouvais justement le maîtriser. Et donc ils vont essayer les personnages de réaliser, enfin de faire une mission diplomatique pour nouer une alliance donc avec la tribu des Sénètes, qui sont donc ennemis donc des Ostrites. Voilà, et donc
ils partent donc à la recherche de Eten, donc la femme du chef Sénette, qui a été enlevée donc par des Fort-Moirés, évidemment, donc qui sont les ennemis un peu jurés dans l'imaginaire et dans la mythologie celtique. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième scénario, donc à la poursuite de Conruadan. Ensuite vient normalement c'est l'œil de Balor, je crois, qui doit être le suivant, qui est issu visiblement d'une trame présentée dans le magazine Rune, qui s'appelait donc le troisième œil à la base. Et donc, visiblement, donc, on est vraiment dans la suite. Donc, normalement, ils ont fait échouer l'invasion des Fort-Moirés en Armorique. Et donc, un jeune héros, donc Gandiorix, est revenu triomphant de la guerre et la tête coupée donc du chef magicien ennemi brandie à bout de bras ou à bout de, on va dire, d'une pique. Donc, mais le troisième œil visiblement s'ouvre. Et une voix sinistre annonce une prophétie, et donc ça va être le début évidemment d'une aventure, parce que évidemment les druides vont faire une interprétation de cette prophétie et vont demander, donc évidemment, voilà. Sachant que Balor, évidemment, dans la religion celte, est, on va dire, la divinité ennemie un peu, la divinité des ténèbres. Donc ça, c'est pour l'œil de Balor. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la poursuite de Conruadan, voilà, qui se présentait sous la forme d'un... donc il y avait également des comment des stand-up en carton, je cherchais le terme, voilà, des pions en carton, en fait, des figurines en carton à découper à l'intérieur pour, on va dire, simuler les scènes de combat, voilà, avec toujours donc des illustrations qui sont plutôt réussies, tout de même, pour toute cette gamme. Je trouve que franchement, elle a un charme un peu désuet, mais un charme tout de même. Donc l'œil de Balor, lui, voilà, c'était aussi pareil, un livret. C'est dur à chaque fois parce qu'il ne donne pas. Donc là, c'est une quarantaine de pages, hein, à peu près. À la poursuite de Conruadan, il y en a un petit peu plus, peut-être une cinquantaine. Pareil. Donc avec des illustrations, on va dire, dans la même lignée. Hein. De toute façon, c'est les mêmes illustrateurs on va dire que l'on retrouve tout au long de la gamme. Voilà. Et le dernier, qui lui était donc le plus gros pack qui était proposé, donc le signe du serpent, qui était donc, alors je sais pas sous quelle forme il était présenté, parce que moi quand je l'ai eu, on va dire sous la forme de ces trois éléments, donc c'est-à-dire le scénario en lui-même, l'écran spécifique, voilà, donc il y avait un écran 4 volets, voilà, qui était vraiment pour le scénario et qui donnait du côté donc du maître du jeu les plans qui étaient nécessaires au scénario. Donc là, on a affaire avec le signe du serpent. Donc là, l'intrigue du signe du serpent, je vous en parle quand même un petit peu. Voilà, le signe du serpent donc met en scène toujours donc la tribu des Atrénates. Et c'est une campagne qui démarre donc par la visite d'un barde dans une tribu, dans la tribu donc des PJ. Et ceci donc à l'occasion d'un récit du barde se voit lancer donc le défi de vaincre un terrible sorcier dans les îles hyperboréales possédant donc un artefact appelé le signe du serpent. Voilà, donc sous couvert de ce défi, les personnages eux vont essayer donc de récupérer cet artefact qui va leur permettre probablement de donner un avantage également à leur tribu contre évidemment leurs ennemis de toujours. Voilà, on est toujours dans les mêmes thématiques. Hein. C'est quand même les conflits entre tribus qui vont, on va dire, être le moteur des intrigues de la gamme, pour ce qui est en tout cas de Légende. Donc là, on a un livret de 60 pages, l'écran comme je vous le disais, et un dernier livret, lui, qui va être donc un livret de 72 pages, avec donc toutes les caracs des PNJ. À chaque fois, en fait, les PNJ sont décrits sous la forme donc de fiches. Il y a les plans également qui sont détachés. Hein. Et voilà. Et donc les fiches en question, on a l'illustration d'un côté et on va dire les caractéristiques techniques de l'autre. Ce qui quand même était plutôt bien fichu. Moi je trouve que voilà. On avait les scènes même à chaque fois
qu'il y avait, on va dire, les rencontres en fait qui étaient scénarisées, eh ben, il y avait juste en fait à montrer en fait aux joueurs justement le dessin en question. Et après, de l'autre côté, il y avait donc les caractéristiques à destination du MJ. Voilà. Donc ça, c'était pour la gamme Légende Celtique. Puisque donc maintenant, je vais vous parler de la gamme Légende des Mille et Une Nuits. Alors pareil pour les Légendes des Mille et Une Nuits, ça se présentait de la même manière. Donc là, il fallait évidemment acheter les règles du jeu. Donc le fameux livret règles complètes. Et après donc acheter le pack Mille et Une Nuits qui donnait donc à l'intérieur le livret de civilisation. Et il y avait donc un deuxième livret qui était un livret d'écran. Un écran, pardon, et un livret de scénario. Voilà, et il y avait également visiblement une carte postale qui était à l'intérieur. Alors ça, oui, ça devait être probablement à l'intérieur. Voilà, donc le livret de civilisation est énorme. Ça doit être un bouquin qui doit faire quelque chose comme au moins, s'il est paginé correctement. Ah, peut-être que le papier est épais. Ouais, 180, seulement 180 pages. Ça me paraît bizarre parce que oui, bah, c'est un gros livret en tout cas de 180 pages. Moi je le trouve vachement épais. C'est peut-être, on va dire, dû à la qualité du papier. Et donc, on a, pour ce qui est en tout cas donc, de la gamme des Mille et Une Nuits, là on vous propose de jouer évidemment dans un contexte beaucoup plus original et exotique, puisque on est, on va dire, plutôt comment dire, donc ça doit, si je ne m'abuse, être 5e, 6e, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Donc on va dire, l'empire arabe des Omeyyades, puis des Abbassides, et donc qui s'étend de l'Atlantique à la Chine. Hein. Donc on est vraiment en plus dans le contexte du début, on va dire, on va dire des débuts de l'islam. Donc il y a tout évidemment un mélange assez exotique au niveau des religions, qui va, on va dire, être toute la richesse évidemment du contexte, puisque donc on va avoir énormément de peuples, donc des Arabes, des Bédouins, des Berbères, des Turcs, des Arméniens, des Syriaques, des Perses, des Africains, des Européens, avec donc l'islam comme, on va dire, religion dominante qui a purement et simplement, on va dire, effacé toutes les autres religions. Encore malgré tout des juifs et des chrétiens évidemment, mais aussi donc des zoroastristes. Donc voilà, donc la religion des Perses. Hein. Ainsi que donc voilà, des lieux mythiques, donc puisqu'on a la description donc évidemment de Damas, de Bagdad, mais également après dans certains suppléments du Yémen, ainsi que on va dire de l'Égypte. Voilà, donc on a vraiment tout cela qui vous est décrit là-dedans, avec donc toute cette mythologie, on va dire, autour on va dire, du surnaturel qui est distillé, on va dire, dans les récits des Mille et Une Nuits que nous on connaît, qui sont pas en fait les vrais récits des Mille et Une Nuits. Les vrais récits des Mille et Une Nuits, ce sont des contes érotiques. Nous, ce que l'on connaît, c'est, on va dire, les meilleures histoires qui en sont tirés et qui ne font pas du tout partie des Mille et Une Nuits, je le rappelle. Donc voilà, les histoires de Simbad le marin, d'Ali Baba et 40 voleurs, de plein d'autres choses, sont d'ailleurs des reprises d'une certaine manière d'histoires qui existaient dans le contexte de la Grèce antique. Hein. On voit d'ailleurs que Simbad le marin s'est très très inspiré de l'Odyssée. Et donc, on a, on va dire, tous ces récits-là qui vont offrir vraiment un contexte d'aventure extrêmement intéressant, avec donc une description très, moi je trouve assez bien détaillée, donc de l'Empire musulman, de la vie dans l'Empire musulman. Donc voilà, la naissance de l'islam. Donc naissance de l'islam, là, donc c'est 7e siècle, hein, voilà, 622, 632, pour les dates à peu près. Voilà. Et donc les différents aspects justement de l'Empire musulman, l'art de la guerre et le combat, les monstres et les animaux, les compétences justement spécifiques au monde musulman, enfin en tout cas à l'Empire, donc les spécificités, on va dire, civilisationnelles, telles qu'elles se traduisent en tout cas dans le système de jeu.
et la magie des mille et une nuits, donc toute la description des sortilèges. Voilà, et donc on a voilà, des illustrations qui sont, je trouve, assez inspirantes. Moi, elles ont un petit cachet un peu Gustave Doré. Enfin, du moins, ils ont voulu probablement un peu se rapprocher de l'esthétique de Gustave Doré, voilà, avec des cartes aussi pleines pages de l'Empire justement. Et voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour ce qui est de légende, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir le tester, mais bon, à lire en tout cas, et c'est très agréable parce que bah, vous avez vraiment tous les aspects de cette civilisation qui est pas du tout, c'est pas du tout usité hein, dans notre on va dire milieu en tant que rôliste. C'est pas des contextes qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Donc voilà, on a pareil des illustrations, on va dire pour les différents peuples, adversaires et monstres divers et variés. Donc on va retrouver hein, évidemment les monstres typiques, donc les djinns, les effrites, comment ça s'appelle, les gros monstres marins, comment ça s'appelle, les oiseaux rocs, etc. Donc voilà, toutes les choses assez classiques que l'on a l'habitude de voir dans ce contexte-là. Voilà, ils ont même les Amazones aussi, hein, parce que bon, il y a quand même une relation, on va dire comme je le disais, des résurgences de certains mythes grecs en fait qui sont passés justement dans le domaine de la civilisation omeyyade et abbasside. Donc après on a les Tours du Silence, un scénario qui vous est proposé. Donc scénario de combien de pages celui-ci parce qu'il y a encore les feuilles à la fin, donc ça doit faire à peu près une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine de pages. Voilà, donc le scénario, les Tours du Silence, que puis-je vous en dire, sans trop déflorer le sujet. Donc ça se situe dans la cité, enfin dans la province, comment dire, de Khorasan, donc qui est la plus à l'est de l'Empire. Et donc tout part en fait d'un enlèvement et les personnages vont être sur la piste d'un groupe de zoroastristes rendus fous par la possession d'un démon. Voilà, et donc ils vont devoir gérer cette situation. Et donc après on a pour finir les tables spécifiques. Voilà. Et on va dire le cahier de feuilles de personnages. Pareil en 4 volets que voici. Voilà. Spécifique donc pour les 1001 nuits. Donc tout ça c'était dans le pack, dans le portfolio de base. Ensuite pour la gamme il y a eu 2 scénarios qui sont parus. Je n'en ai qu'un sur les 2 malheureusement. Le deuxième je ne l'ai jamais trouvé. C'est bien triste. Ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas c'est pas des choses qui sont assez faciles à trouver de nos jours. Et en bon état. Donc le scénario en question, c'est Aden, paru en 87. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire, la 1001 nuits, c'est paru en 84 aussi. Ça a été quand même assez rapide hein, pour ce qui est de la parution de la gamme. Et donc pour la gamme légende, en tout cas, il n'y a eu que 2 contextes. Le contexte celtique et le contexte des 1001 nuits. Donc là, on a affaire à un livre donc, de 56 pages avec des encarts, où donc... on est dans la ville donc d'Aden, qui est un grand port donc du Yémen, où voilà, les personnages vont avoir d'étranges rêves et vont être donc menés en fait par ces rêves et vont se mettre sur la piste en fait d'un joaillier, pardon, j'ai trop de mal, et vont se confronter en fait à des créatures sous-marines qu'on appelle donc les Saals. Tout tourne en fait autour de cela, avec donc des confrontations sous-marines qui vont obliger les personnages à trouver, on va dire, des moyens justement de pouvoir se rendre dans ce contexte sous-marin, alors que eux, bah, ce sont des gens qui ont besoin probablement de respirer comme, on va dire, des humains, tout ce qu'il y a de plus normaux. Voilà, donc ça c'était pour la gamme légende. Donc maintenant je vais m'accrocher, enfin passer comment dire à la gamme première légende. Donc le premier à être sorti, donc c'est Première Légende Celtique
qui était donc présenté sous la forme d'une boîte, donc là en 87 et 88 pour l'essentiel des suppléments qui sont parus. Donc dans cette boîte on avait d'une part un livret de règles qui lui faisait donc non plus que 60, alors non, le livret de civilisation, pardon, qui faisait 64 pages, et un livret de règles qui lui était quand même un peu plus, un petit peu plus comasse, qui lui faisait quelque chose comme 188 pages. Donc là, on avait, alors c'est une version simplifiée des règles, si, avec donc tout de même 188 pages de règles, mais bon, c'est voilà, on est sur les mêmes principes quand même de jeu, toujours sur donc ce D20 en dessous de la caractéristique, sauf que là, on va dire la grosse différence, c'est que les caractéristiques se calculent plus simplement et il y a moins d'options. Alors certains diront ouh là là, quelle hérésie, c'est une simplification abominable d'un jeu qui était pourtant extrêmement intéressant. Moi je trouve quand même que cette version là est déjà très satisfaisante, hein. Si on veut y jouer, celle-là je l'ai préparée pour pouvoir on va dire la maîtriser dans un proche avenir. C'est ce que donc je l'ai relu en fait il y a peu de temps. C'est vrai que le système de magie reste quand même assez, même s'il y a moins d'options que dans la version légende, ça reste tout de même pas mal, on va dire, cossu. Voilà, avec toujours les illustrations pour les monstres, voilà, où là il y a les illustrations, mais il n'y a pas les caractéristiques qui sont derrière. Elles sont décrites, on va dire, dans les pages d'avant. Voilà. Mais c'est les mêmes illustrations qui ont été reprises hein, pour la plupart, et on a à peu près, on va dire, la même chose qui nous est donnée. Voilà, donc le système complet avec donc la création de personnages, les compétences, les monstres, les sorts, tout est là-dedans. Et vous avez après donc un livret de civilisation que voici, qui lui est donc fait, comme je disais, 64 pages, où donc là on a la reprise, on va dire, de la plupart des sujets en fait qui étaient dans Légende justement, mais d'une manière, on va dire, plus concise. Voilà, avec donc toute la mythologie celtique, les spécificités, on va dire, civilisationnelles, les cartes, des illustrations qui vous indiquent évidemment quelle était la vie quotidienne, voilà, la religion. Donc on a les mêmes illustrations hein, que dans la version légende. Hein. C'est les mêmes qui ont été reprises, mais évidemment tout a été, on va dire, présenté de manière un peu plus efficace, concise, pragmatique. Il y avait donc eu, là j'ai toute la gamme, les accessoires du maître du jeu, donc on avait un écran. Donc là on a changé, on va dire, au niveau des illustrateurs, c'est plus le même. Voilà, donc l'écran avec les... On est toujours donc sur la charte, la fameuse charte angoumoise, hein, c'est la même qui vous est proposée. Sauf que évidemment on a quand même bien simplifié pas mal d'aspects du système pour qu'il soit un peu plus, un peu plus facile à gérer. Un livret avec les accessoires du maître du jeu. Donc, qui est présenté d'ailleurs, il y a des aspects pour la création de personnages d'un côté, voilà, c'est donc les accessoires du joueur, et de l'autre côté, tête bêche, donc des éléments pour le maître du jeu. Donc là, c'est pour surtout le combat, la magie, etc. Donc c'est un supplément de règles d'un côté pour le joueur, de l'autre côté pour le MJ. C'était plutôt intéressant. Enfin, c'était malin en fait de l'avoir fait comme ça chacun avait ses propres informations d'un côté et de l'autre. Et ensuite, il y a eu donc 3 scénarios que sont donc dans l'ordre, ils sont tous parus en 88. Donc le prix du sang que voici, voilà, la longue track ou sur la piste des Formoirés et la malédiction de Caïr. Voilà. Alors que je peux vous dire, on va dire de manière assez succincte sans trop dévoiler. Donc les personnages dans le prix du sang s'échouent donc sur une île au large de l'Irlande. Ils vont donc rencontrer le roi d'Owen qui leur confie une mission qui est de récupérer 4 objets dans l'île jumelle donc, de son île, l'île d'Owen. C'est l'île donc de Selengai, habitée par des créatures fantastiques. Voilà, on est dans quelque chose d'assez classique hein, quand même, mais tout l'intérêt du jeu n'est pas en fait dans l'intrigue en question, mais plutôt on va dire on va dire tous les aspects civilisationnels, les relations évidemment, la manière dont on va jouer
dont on va jouer tous ces éléments. C'est vraiment ça qui fait l'intérêt. Les intrigues, elles, sont assez, on va dire, entendues la plupart du temps, mais c'est vraiment jouer les aspects civilisationnels qui va être la grande force du jeu. Donc la malédiction de Caïr, c'est en Irlande encore, et donc elle confronte les personnages aux chevaliers de la table ronde de l'autre monde, si je puis dire. Donc avec des ponts, si je puis dire, alors c'est la malédiction de Caïr qu'il faut que je vous montre, c'est peut-être mieux quand même, j'ai pas revérifié. Voilà, c'est celui-ci. Donc qui sont, on va dire, développés dans la table ronde. Je vais en reparler dans un instant. Donc la malédiction de Caïr, le voici, c'est plutôt celui-là. Voilà. Et donc ils doivent rechercher, comment dire, une fée qui est, on va dire, à l'origine de bien des désagréments, et qui serait à l'origine donc, de la disparition de tous les habitants de leur village. Voilà. Avec, à chaque fois, donc dans celui-ci, il y a des personnages pré-tirés. Ce qui est pas mal, hein, parce que comme le système de création de personnages est quand même un peu long, ça peut permettre de se mettre directement en selle sans avoir besoin de se casser les pieds. Et donc le dernier, la longue track, paru aussi en 88 comme les autres. Ils avaient été assez productifs, hein, quand même 3 scénarios en un an. C'était plutôt pas mal. Donc c'est en fait un recueil de 4 scénarios, toujours en Irlande. Avec le premier donc s'appelle le Être Rouge, qui vont être sur les traces d'agresseurs d'un fortin dans leur tribu. Voilà, et donc il va être confronté à des formoirés, assez classiques. Donc le Sceptre du Naufragé. Donc ils doivent ramener Vaeria, qui est donc prisonnière de Myling dans son pays, l'Irlande, où elle est fille de roi. Et donc dans leur voyage, ils s'échouent sur une île bien étrange. Et enfin, le troisième scénario, Argulen, pardon. Ils doivent libérer donc les captifs d'un sorcier qui travaille conjointement avec des formoirés. Et le quatrième scénario, c'est l'affrontement final en fait avec les formoirés. Donc c'est toute une campagne en fait sur la thématique des formoirés, comme son nom l'indique, puisqu'il y a le sous-titre donc sur la piste des formoirés justement au niveau du scénario. Voilà. Donc ça c'est pour Légende Celtique, qui était le précurseur, si je puis dire, donc de la gamme de la gamme Première Légende. Et donc ensuite, le deuxième de la gamme, la Table Ronde. Donc là, on a un jeu, on va dire, assez particulier, dans la mesure où il va décrire en fait une réalité, on va dire, historique, qui est plutôt une réalité du haut Moyen-Âge, mais avec les yeux on va dire, des récits courtois, des récits, on va dire, des trouvères plutôt du XIIIe siècle, et donc les récits qui vont être à l'origine justement du mythe de la table ronde. Ce qui en fait, on va dire, un jeu assez particulier, assez étrange, puisqu'en plus les scénarios qui sont proposés eux-mêmes ont du mal à se positionner justement par rapport à ça. Et en fait, ils proposent des scénarios plus historiques, à l'époque en fait où on va dire sont écrits les récits de la table ronde. C'est assez étrange, mais bon, ça n'en reste pas moins, on va dire, un travail vraiment intéressant, qui était d'ailleurs en plus un travail d'Anne Vétillard, qui a été donc une collaboratrice très, très active donc, de Cassius, et également donc une traductrice chez Descartes sur pas mal, et qui est encore d'ailleurs traductrice dans le monde du jeu de rôle, relectrice, etc. Donc vraiment une grande dame du GDR qui travaille encore, on va dire, dans le milieu pour notre plus grand plaisir. Et donc de la même manière, on a le livret de règles, donc là 176 pages, avec donc la description également des créatures spécifiques donc au contexte. Donc là on est plus évidemment dans les créatures du contexte justement des mythes arthuriens. Mais on ne sait pas trop en fait comment se positionner, si voilà on joue vraiment dans le contexte des chevaliers de la table ronde, donc qui normalement est au 5e, 6e siècle, soit évidemment dans un contexte plus historique, donc de la chevalerie classique au XIIIe siècle.
c'est assez perturbant. Mais le tout est quand même malgré tout extrêmement bien fait parce que bah, tous les codes, on va dire, de ces récits sont bel et bien, on va dire, retranscrits dans le jeu. Et c'est, on va dire, la chose qui est la plus intéressante en fait, dans le travail qui a été fait. Et donc après, donc, on a un livret de civilisation avec la description, donc évidemment, d'une société médiévale quelque peu fantasmée, hein, qui n'est pas, on va dire, la société médiévale telle que je vous l'ai expliqué, à laquelle on pourrait, on va dire, s'entendre, puisqu'on a, on va dire, le mélange de deux époques, de deux manières de voir, enfin, en tout cas, un mélange d'une réalité, on va dire, du XIIIe siècle qui est transposée, on va dire, à des vieux récits donc, du 5e siècle, 6e siècle. La chose est quand même assez intéressante. Moi, je sais que je l'ai utilisé en plus hein, comme aide de jeu au niveau on va dire, de la mise en place en fait de l'héraldique. Voilà. Donc vous avez malheureusement en noir et blanc tout, en tout cas les partitions, les meubles, etc. On va dire pour former son propre blason, ce qui je trouve est plutôt sympathique. Moi je sais que je l'avais utilisé en tout cas pour d'autres jeux que celui-ci. C'était une bonne référence. Et voilà, et tout le contexte, on va dire, de ce qui est en fait plutôt la vie à l'époque médiévale classique. Voilà. Il faut quand même se, se dire qu'on est plutôt là-dedans. Voilà. Mais ça n'en reste pas moins, comme je vous dis. Alors oui, il y a un scénario, j'ai oublié, à la fin comment dire, du livre. Est-ce que le scénario a un titre d'ailleurs? J'ai pas l'impression. L'héritière, voilà, c'est ça. Où donc là, on est confronté à une histoire assez particulière où on va dire donc un noble meurt et voilà deux personnes qui se ressemblent trait pour trait se présentent pour hériter du fief en question. Voilà, c'est une situation de départ assez classique, mais malgré tout avec son lot de petites surprises. Il y avait eu donc un supplément accessoire avec de la même manière un écran. Donc voici l'écran. Voilà. Avec toujours, donc c'était le même système de jeu, hein, simplifié, mais le même système de jeu, la charte, le D20, etc. Voilà. Les spécificités quand même de l'univers quand même des chevaliers. Donc voilà, on avait les duels de chevalerie, les joutes, etc. hein, quand même. Et les accessoires du joueur de la même manière. Donc d'un côté, on nous présentait la création de personnages. Et de l'autre côté, les tableaux du maître du jeu, avec les index, les sortilèges évidemment aussi, puisque donc il y avait également de la magie, hein, éminemment. Voilà. Et dans la gamme, il y avait également deux scénarios, que sont donc les Chevaliers de l'Orage et donc le Charognard. Alors les Chevaliers de l'Orage, c'est un scénario, on va dire, assez générique, si je puis dire, qui permettait justement de continuer par rapport au scénario du livre de base. Et donc tout se passe, si mes souvenirs sont bons, dans une région pauvre où donc le temps est effroyable, donc il y a évidemment une tempête, hein, un orage, voilà, et alors que donc justement les personnages, les chevaliers sont pris dans cette tempête, dans cet orage abominable, ils vont retrouver refuge donc dans le château du duc Bertrand de Rohan, et ils vont s'apercevoir évidemment, ils vont avoir un mystère à résoudre par rapport à cet individu, voilà. Et une malédiction à lever. Donc assez classique, mais bon, c'est en tout cas un scénario qui est, on va dire, plutôt, on va dire, dans la lignée de la proposition de base. Celui-ci, par contre, a beaucoup d'intérêt, mais voilà, il est assez particulier. Donc c'est un scénario qui se passe à Reims, ville que je connais assez bien pour y avoir vécu tout de même pendant une quinzaine d'années, et donc qu'il plonge en fait les personnages dans le milieu un peu de la pègre rémoise, donc qui est d'ailleurs par contre c'est une réalité la réalité qui est décrite, c'est celle de la réalité donc de Reims au XIIe siècle. Donc c'est assez étrange, hein, parce qu'on n'est pas du tout, on va dire, dans le contexte du jeu qui est censé être
le contexte des chevaliers de la table ronde, comme je le disais, c'est-à-dire 5e, 6e siècle. Mais malgré tout, les données historiques sont pourtant super intéressantes. Ils vont donc être accusés du meurtre donc, de l'évêque, qui est en théorie leur protecteur, et ils vont devoir donc enquêter dans les bas-fonds, dans les bas-fonds donc, on va dire du milieu des malandrins rémois, pour justement se disculper. Voilà, avec donc le plan par exemple, vous voyez, de la vieille ville de Reims, hein, celle qui est dans, dans les murs, hein, dans les remparts, qui est issue en fait purement et simplement de la ville romaine. Voilà. Donc ça c'était pour la gamme de la table ronde, qui était donc le deuxième contexte qui était proposé. Et le dernier, et non des moindres, la vallée des rois. Donc premier légende, la vallée des rois. Donc là on est dans le contexte de l'Égypte. Donc dans la gamme légende, il y avait déjà eu un scénario qui se passait en Égypte dans le contexte des Mille et une nuits. Donc le scénario Akhenaton, que je n'ai pas pu vous présenter puisque je ne l'ai pas. C'est triste, mais c'est ainsi. Et donc la vallée des rois, bah là on vous propose purement et simplement de jouer dans le contexte donc de la civilisation égyptienne. Et donc on est à quelle époque? En civilisation égyptienne. Donc c'est à l'époque, donc on est en fait entre l'ancien empire et la 18e dynastie. Donc on va en fait du début de la construction des pyramides, pour situer, jusqu'à on va dire le mythique Akhenaton. Donc on a un livret de règles de la même manière, très épais, hein, c'est le même. Hein, bon après il a été évidemment donc 180 pages à peu près. Hein. Un peu plus de 180 pages, avec donc des cartes spécifiques. Voilà. Mais bon, chaque livret de règles est spécifique à chaque civilisation. Hein. Il a, donc au niveau des illustrations, c'est pas des livres de règles génériques comme il y avait pour les gens. Je préfère bien le préciser. Donc voilà, il y a la description des fameux crocodiles du Nil, des lions, voilà, donc on a vraiment affaire à toute la faune, plus les monstres spécifiques et les monstres légendaires de la civilisation égyptienne. Voilà, donc le sphinx, etc., etc. Toutes les bestioles qu'on peut avoir. Franchement, le livret de civilisation, enfin là, le livret de règles, est déjà pas mal, on va dire, pour donner son contexte. Mais le livret de civilisation, lui, est vraiment très très intéressant, en très très peu de pages. Donc vous voyez, vous avez dans ce livret, voilà, déjà rien que les hiéroglyphes sur quelques pages, des représentations, voilà, de bijoux, de représentations d'individus, pour avoir, on va dire, une idée de leur, de leur habillement, en fait, hein, voilà, la description des dieux. Donc voilà, une description, elle, vraiment historique et précise, hein, je trouve, qui n'est pas, on va dire, complètement corrompue un petit peu par on va dire, des sources un peu postérieures et pas très très sérieuses. Puisque faut savoir quand même que la religion égyptienne a été pas mal galvaudée, on va dire, on va dire, la religion chrétienne, hein, ce qui fait qu'on en a une vision qui n'est pas vraiment, si en tout cas on s'intéresse vraiment beaucoup au sujet, à justement ce qu'elle était réellement, en tout cas à l'époque. Donc au niveau de l'histoire, on nous propose donc vraiment toute une chronologie donc, de la première dynastie, hein, donc la construction des premières pyramides. Donc on est en 3300 avant Jésus-Christ, jusqu'à donc, comme je disais, le Nouvel Empire. Donc oui, on est là, voilà, jusqu'au Nouvel Empire. Donc on est jusqu'en 1320 en fait avant Jésus-Christ. Donc on peut vraiment placer sa campagne, voilà, avec les momies, hein, les procédés de momification, hein, tout est vraiment décrit. Bon, pas évidemment avec les détails d'un livre académique, mais on a vraiment toutes les bases. Après, il suffit de se documenter un petit peu pour avoir, on va dire, des précisions, des plans de demeures, de mastabas, de pyramides, justement. Voilà. Non, on a vraiment des dessins,
plein de choses extrêmement intéressantes qui viennent émailler ce livret de civilisation. Donc la division des différentes provinces, donc les noms, ce qu'on appelle les noms. Voilà, avec les numéros, voilà, donc le Nil, hein, évidemment, ça se reconnaît assez facilement, je pense. Voilà, et un scénario, donc la prêtresse oubliée. Donc pour cette gamme, il n'y a eu que cette boîte de base. Par contre, voilà, il y a le livret, enfin la boîte de base, il y avait également une bande dessinée qui était plutôt sympathique pour avoir, on va dire, une idée du visuel de une idée, on va dire, du contexte, même si la bande dessinée ne se passe pas du tout dans le contexte du jeu. Mais à la limite, ce n'est pas très grave. C'était quand même tout de même assez intéressant. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a eu visiblement un tome 2. Mais bon, la BD en tout cas était dans la boîte. Donc voilà, il faut, si vous voulez avoir une boîte complète, il faut bien penser qu'il y a donc le livret de règles, le livret de civilisation et la bande dessinée. Voilà. Donc alors, il y avait des dés aussi, je crois, dans certaines des boîtes. Mais moi, toutes les boîtes que j'ai eues, je n'avais aucun dé à l'intérieur comme d'habitude, hein, quand je les ai rachetés d'occasion. Parce que je les ai achetés d'occasion. Les dés avaient disparu. Ben voilà, je pensais pas que je ferais une vidéo aussi longue sur la gamme Légende. C'est tout de même, on va dire, une gamme qui n'est pas très très connue, ou du moins qui est, comme je le disais au début, a une réputation, on va dire, qui n'est pas extrêmement bonne en ce qui concerne, on va dire, son système de jeu. En tout cas, trop complexe et simulationniste au goût de ceux qui l'ont connu à l'époque et qui s'en sont détournés assez rapidement pour d'autres choses. Pourtant, vous avez affaire à des jeux dont les contextes historiques sont vraiment très très intéressants. Je pense que ça serait intéressant de laisser sa chance, par exemple justement à Première Légende Celtique qui décrit quand même, on va dire, un contexte qu'on a peu l'habitude de voir par chez nous. Pareil pour ce qui est du contexte égyptien avec la Vallée des Rois. Bon, la table ronde, il y a quand même énormément mieux qui a été fait sur le sujet avec Pendragon, hein. Faut quand même ne pas se leurrer, même si bon, le jeu est quand même de très bonne qualité. Mais voilà, il y a sur le jeu, on va dire, sur le mythe arthurien, reste malgré tout, on va dire, Pendragon. Et pour ce qui est du contexte des Mille et une nuits, pareil, c'est quelque chose qui n'a pas été extrêmement usité par chez nous et qui vaudrait, on va dire, son intérêt, enfin, qui aurait son intérêt. Donc, adapté assez facilement avec les règles de Première Légende, hein, c'est possible. Il suffit de simplifier quelque peu le système, hein. C'est largement jouable de mon point de vue. Bon, après, voilà, c'est peut-être que ces jeux demeurent malgré tout trop vieux et trop liés à une époque pour intéresser encore grand monde. Mais malgré tout, voilà, je voulais vous en parler parce que ce sont des jeux voilà, de création française qui ont tout de même eu leur intérêt, qui ont posé des jalons pour la suite et qui méritaient, en tout cas, de mon point de vue, que je vous les fasse découvrir. Voilà. Donc c'était Magna Magister pour la gamme donc Légende et Première Légende. Jouez bien, mettez des pouces, mettez des commentaires. Si vous voulez rajouter des petites choses, je me suis pas trop, on va dire, attardé parce que c'est un jeu que je ne connais pas, on va dire, de fond en comble, hein. J'ai jamais eu l'occasion de le maîtriser. Je les ai lus avec énormément de plaisir. Mais voilà, c'est clair que c'est pas des jeux qui sont faciles quand même à mettre en place on va dire de but en blanc. Je pense malgré tout qu'ils seront à l'honneur un de ces jours à ma table. Je ne désespère pas que ce soit possible. Donc voilà, si vous y avez joué, que ce soit à Légende ou à Première Légende, quel que soit le contexte, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà, et à partager et à rajouter des petites précisions pour ce que j'aurais oublié ou ce que j'aurais, on va dire, peut-être quelque peu galvaudé. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la dernière vidéo de la semaine. On se retrouve pour le live et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!